Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bienvenue à tous à ce cours. C'est pas un cours, c'est vraiment plus un partage en tout cas de la pensée portée vraiment, je dirais moi, par une génération ayant porté le souci, subhanallah, ayant porté le souci de la post-colonisation, en tout cas, vraiment toute une génération d'intellectuels ou vraiment que l'on voit plus malheureusement, parce que vraiment le consumérisme a fait que finalement bah, les gens sont vraiment casés dans des schémas de vie en fait où chacun pense pour lui-même et subhanallah. Et donc, il y a eu une extinction vraiment de toute cette génération-là, bah, notamment portée par des gens, bah, là, comme le personnage que l'on voit, Abdullah Laharoui, et mon défunt père, rahimahullah, vraiment aussi, qui a porté vraiment le souci de quelle société devrait émerger. Quelle société devrait émerger. Et comme j'expliquais la dernière fois, donc on a fait le partage la semaine dernière autour de l'année 1983, d'accord, donc l'année de l'apparition de la thèse que l'on est en train de discuter ensemble. 1983, et on a discuté, voilà, que un peu partout dans le monde, subhanallah, et, il y avait vraiment un espèce de renouveau en perspective. D'accord? Donc, on avait parlé, ben, d'un point de vue déjà local, on avait parlé de la marche des beurs, ce qu'on avait appelé la marche des beurs à l'époque, qui a été renommée la marche pour l'égalité et contre le racisme. Voilà, ces jeunes des quartiers de Vénissieux, de Lyon, qui vont vraiment initier toute une marche jusqu'à l'Élysée. Voilà, bah, jusqu'à vraiment un renouveau de l'espoir africain de manière générale avec l'arrivée de Thomas Sankara. Et puis voilà, on pressent que cette année 83, il se passe quelque chose. Voilà, vraiment aussi, bah, comme je disais, voilà, l'Union soviétique qui s'enlise dans la guerre d'Afghanistan, qui voilà avait promis que la guerre d'Afghanistan allait durer pas plus de 6 mois d'intervention. Finalement qui va être la cause même de son échec et sa chute quelques années plus tard. Donc on a vraiment voilà quelque chose qui se passe à ce moment-là, une espèce on sent que voilà c'est la fin des impérialismes avec cette bipolarité post-guerre mondiale. D'accord, qui commence vraiment à céder à de nouvelles choses qui veulent apparaître, qui veulent émerger. D'accord? Ben, c'est pour ça, notamment, qu'on les a appelés les pays émergents. Mais encore une fois, voilà, on a discuté que finalement, la réalité, c'est qu'il n'y a jamais eu de réelle décolonisation. D'accord? Parce que la colonisation, avant tout, est la colonisation de la pensée. Euh, et la colonisation de la pensée. Et c'est ça la colonisation la plus grave, en tout cas, qui vraiment dégénère les sociétés. D'accord? D'ailleurs, voilà, parce qu'on discute, voilà, notamment, bon, mon père, lui, il a fait sa thèse à l'université de Grenoble, mais cette année 1983, c'était une année finalement de mise au point finalement de cette promesse décoloniale aussi. D'accord? On a parlé de ça, cette promesse décoloniale qui n'aboutissait pas. D'accord, qui n'aboutissait pas un peu partout. Voilà, on voit que donc l'heure est au bilan un peu quelque part au bilan de cette promesse décoloniale qui n'arrive pas. D'accord, donc je pense que c'est pour ça qu'effectivement on lui a proposé ce sujet de thèse. Ou alors c'est lui enfin je sais pas si c'est lui qui est parti vraiment sur ce sujet-là ou le sujet lui a été proposé. Mais en tout cas, voilà, l'heure est au bilan parce que vraiment, enfin, que ce soit au Maroc, voilà, avec vraiment des mouvements de contestation syndicale, que ce soit en Algérie, voilà, on commence à voir aussi bah, dans les années 80 ce qu'on avait appelé à l'époque le printemps berbère. D'accord, qui allait céder finalement après vraiment à une espèce de vraiment d'hécatombe, vraiment avec la décennie noire.
cette décennie noire vraiment en Algérie, bah, qui va vraiment bah, finalement couper court à ce qui allait vraiment aboutir en 1988 et 1989 à l'union du Maghreb arabe avec l'union du Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie, vraiment avec cette union-là. Mais voilà, les événements tragiques d'Algérie vont vraiment mettre court à ce fœtus de projet. Euh, Parce que vraiment, la décolonisation ne s'est jamais faite, encore une fois. D'accord? Et c'est ça qu'on cherche à comprendre. Et c'est pour ça que Thomas Sankara, pour moi, était vraiment un espèce de visionnaire. Euh, Était un visionnaire parce que voilà, je l'ai dit lors de la précédente vidéo, notamment, voilà, quand il va rencontrer Pierre Rabhi, par exemple, l'agroécologiste français que personne n'écoute en France, d'ailleurs à l'époque. Voilà, lui, dans les années 60, il explique qu'il y a une vie du sol, il y a une vie du sol qui va vraiment permettre en fait au sol de se régénérer et que l'agriculture moderne, avec les tracteurs, avec vraiment le compactage du sol qui se passe, on tue vraiment toute la vie, toute, toute cette vie du sol, etc. À l'époque, si les chercheurs du CNRS, mais aucun travail de recherche là-dessus. D'accord? Donc, lui, à l'époque, bah, il utilisait les termes, Pierre Rabhi, qui pouvait, d'accord? Il utilisait des termes un peu pour faciliter, pour être dans la pédagogie. Voilà. Il disait, il y a des petits lutins, il y a des petites choses. Chose qu'aujourd'hui, voilà, notamment, bon, je le répète, parce que vraiment, pour moi, c'est choquant, vraiment, que des gens, soi-disant, de gauche ou d'extrême gauche, refusent le modèle de Pierre Rabhi parce que, soi-disant, il a une pensée sectaire, parce qu'il a dit qu'il y avait des lutins qui travaillent dans la terre. Donc pour moi, vraiment, vraiment c'est vraiment cette espèce de gauchisme en fait, vraiment à deux balles qui se tire vraiment de plus qu'une balle dans le pied, il se tire vraiment la balle dans tout le corps en fait, vraiment en refusant ces modèles-là vraiment qui vont être dans et pourquoi? Moi je vous dis effectivement, parce que quand vous regardez Pierre Rabhi, il parle vraiment aussi de choses très spirituelles. Il parle notamment du prophète Isa alayhi salam, il parle de la Bible, il parle vraiment lorsqu'il dit que Jésus est le prophète de lumière. Je pense que pour moi, effectivement, que c'est un discours pour la gauche qui n'est pas audible, en tout cas pour une certaine gauche. Et c'est ça le problème, en fait, c'est que ne me dis pas que oui, il est sectaire parce qu'il disait qu'il y avait des lutins qui travaillaient la terre. Non, sois honnête, tu es dérangé parce que c'était quelqu'un qui avait un cheminement spirituel. C'est ça qui vous dérange. Voilà, parce qu'effectivement, la semaine dernière, j'ai parlé de socialisme coranique, mais ça ne veut pas dire que je suis socialiste. Ça ne veut pas dire que je suis socialiste et je ne veux pas dire que je suis de droite, en fait. Pour moi, même personnellement, bon, Sidi Ibrahim, il travaille pour Blast, mais pour moi, personnellement, je me sens beaucoup plus proche, entre guillemets, des valeurs. Je parle vraiment des valeurs. Je ne parle pas de ce que c'est la droite aujourd'hui, des valeurs de la droite, les valeurs familiales de la droite, c'est de quelqu'un vraiment bah, comme Charles de Gaulle, quelqu'un comme vraiment, voilà, cette vision de- vraiment de comment refaire que l'esprit, en tout cas chrétien, réhabite la société. Et ça, moi, je l'ai compris tardivement, en fait, que l'esprit de la droite, c'est vraiment ça. C'est vraiment en allant en classe prépa, etc. Pour moi, avant, enfin, la droite, c'était Sarkozy. Voilà, surtout dans les années 2000, la droite, c'était Sarkozy, c'était l'UMP. Mais vraiment, voilà, quand j'ai rencontré, bah, à l'époque, c'était à Toulouse, les gens du sud-ouest, ouais, le sud-ouest qui est d'une force de gauche, bien sûr, avec l'héritage de Jean Jaurès, etc. Mais les gens de droite, en fait, pour eux, c'est pas qu'ils sont antisocialistes, c'est que ils sont porteurs de valeurs chrétiennes, d'accord? Et voilà, ça m'avait choqué, voilà, qu'à l'époque, bah, ces gens de droite, réellement intimement, entre guillemets, bon, à l'époque, ce qu'ils s'appelaient croyants, voilà, bon, peu importe le mot, mais voilà, bah, qui décidait notamment, tu vois, enfin, qui décidait de ne pas, par exemple, avoir de relations avant le mariage, etc. Et pour moi, voilà, je n'avais pas cette image de la droite, en tout cas, que ce que c'était la droite, parce que, encore une fois, pour moi, la droite, c'était Sarkozy, c'était voilà, ce que les médias montraient. Allez, Aïn, pour pas trop m'étaler sur ce sujet,
Et voilà, donc je parle de socialisme coranique, effectivement. C'est parce que dans le modèle, effectivement, le modèle, en tout cas, vraiment coranique, enfin, le modèle coranique va vraiment aller attaquer les élites. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. C'est que si vous voulez être des gens qui soient réellement porteurs du Coran, je parle pas d'une juste s'appeler, en fait, musulman. Non, vraiment, le Coran, si vous le comprenez, en tout cas, vraiment, il va en guerre contre les élites. Donc, je parle pas de la guerre armée, mais je parle d'abord et avant tout de la guerre intellectuelle. D'accord? C'est vraiment ça, en fait. C'est la guerre de la pensée décoloniale. Réellement, réellement. Il est là l'enjeu, en fait. C'est que Sidi Ibrahim il nous a fait un très beau reportage, en tout cas sur la question des flottilles. Mais subhanallah, là, il y a une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui te dit que l'encre du savant, mais le réel savant, on ne parle pas du savant XYZ qui va écrire 200 pages pour rien dire. D'accord? On parle du réel savant qui va vraiment être ce combattant de la pensée, euh, a plus de valeur que le sang du martyr. D'accord? Et donc voilà, on voit effectivement que d'ailleurs la plume a cet aspect vraiment du sabre également, si vous regardez ce qalam, il a vraiment l'aspect du. D'ailleurs, qalama est plus forte que kalama, même d'un point de vue phonétique. Oui, c'est Ibrahim, tu as levé la main. Je ne sais pas, est-ce que tu voulais intervenir ou c'est une discussion en tout cas ouverte et Oui, 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 bismillah. Non, vas-y, non, je juste pour te t'écoute. dire que, effectivement, je pouvais pas me retenir d'intervenir quand tu as parlé de la droite, parce que c'est plutôt ce que tu disais sur les valeurs familiales, etc. C'est effectivement une branche un peu minoritaire à droite, qui est plus une tendance, on va dire, au conservatisme identitaire. Mais tu l'as, en fait, t'as tout de suite dit après, en fait, historiquement, à mon avis, il me semble que plutôt la droite, c'est justement le parti des élites, tu vois. Et après, à gauche, il y a un anticléricalisme, un anti-religion qui a été construit en France depuis 1789 et l'assassinat de l'Église, mais qui est plus en réaction à l'Église, quoi. Mais il me semble que le parti de droite fait partie des élites. Après, c'est pas pour entrer dans le débat, je me... mais en fait, c'est parce que en fait, ce qui m'a fait rire, c'est que tu disais ça et que tout de suite après, t'as dit le Coran nanana, est un message politique qui combat les élites. Donc en fait, je me suis dit que ça faisait miroir avec ce que tu venais de dire sur la Oh, droite. oui, effectivement, non, le message du Coran est essentiellement combat les élites, vraiment, parce que la dégradation, même Cheikh Hamdi, il le dit, bon, il le dit pas avec des termes aussi politiques que moi, mais il explique, même dans le cours de la Sira, il te dit que la dégénérescence spirituelle avait lieu en Arabie déjà depuis plusieurs années, décennies, voire siècles. Voilà, que l'héritage abrahamique a commencé à se dissoudre de manière même grotesque. Mais quand est-ce que le Coran va intervenir? Quand est-ce que cette parole, cette force de parole de Dieu va intervenir? Lorsque, en fait, la force, notamment des élites omeyyades, Banu Makhzoum, enfin, omeyyades, enfin, les Banu Makhzoum, va commencer vraiment à adopter des modèles de société, justement, suivant l'Empire romain d'Orient. Là, on va commencer à avoir des sous-classes vraiment d'esclaves, on va avoir un enrichissement. Et là, si vous regardez même, ça suit même la théorie d'Ibn Khaldoun. Si on peut refaire une lecture de la Sira, parce qu'on nous propose une relecture du Coran, mais si on peut proposer une relecture de la Sira, c'est que lorsque Dieu nous parle de Rihlatu Shita'i wa Sayf, bon, je sais pas si on va rentrer dans le sujet. Bon, j'espère pouvoir rentrer dans le sujet, mais en tout cas, c'est. Lorsque Dieu nous parle de Rihlatul Shita'i wa Sayf, en fait, là, c'est à l'époque de Hashim, l'arrière-grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous regardez, en fait, vraiment, ça suit le schéma d'Ibn Khaldoun, en fait. C'est que vous avez la première génération qui est celle de Abdul Muttalib. Ensuite, ben, son père Abdullah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc il arrive trois générations après cette Rihlatul Shita'i wa Sayf qui va permettre l'enrichissement, entre guillemets, de ce qui va être cette métropole, comme dit le Coran, Qura, d'accord? Cette métropole urbaine euh, qui est une exception, voilà, qui est une exception en Arabie, parce qu'on a l'impression voilà, parce on attend, il y a la Mecque, il y a Médine, il y a Taïf, etc., que voilà, il y a des villes. Non, les villes étaient une exception en Arabie. Mais en tout cas, cette métropole urbaine,
bah, va commencer vraiment à développer des schémas sociaux élitistes, d'accord? Après 3 générations d'enrichissement. Euh, Vraiment, là, pour moi, voilà, je lis Ibn Khaldoun, effectivement, a posteriori, mais c'est ça qui se passe. Oui, bah, pour la droite, bon, on peut en discuter. Bah, c'est pour ça, voilà, moi, je suis quand même assez mitigé, en tout cas, voilà, même Jean Jaurès lui-même, tu vois, parce qu'il a commencé avec Jules Ferry, etc. Après, vraiment, pour moi, voilà, d'ailleurs, enfin, pour parler du Sud-Ouest, les agriculteurs ne votaient pas Jean Jaurès, ne votaient pas à gauche, notamment. C'était plutôt, voilà, les classes ouvrières, les classes, enfin, surtout des miniers, enfin, parce que Jean Jaurès, c'était vraiment la classe des mineurs, enfin, son travail syndical, etc. Mais voilà, la paysannerie, pour moi, en tout cas, a longtemps resté à droite, en tout cas, et resté à droite, en tout cas, pendant un bon moment. Donc, est-ce que c'est une classe d'élitisme? Enfin, je sais pas. Franchement, il faudrait voir, c'est Ibrahim, en tout cas, ou à discuter, en tout cas. Parce que moi, voilà, enfin, pour un peu, entre guillemets, un sujet un peu que je connais, enfin, pas notamment énormément, mais voilà, je sais que effectivement, dans le Sud-Ouest, qui est une force de gauche historiquement, bah, du fait même de la présence de Jean Jaurès, les paysans du Sud-Ouest ne votaient pas à gauche, même si voilà, c'était une force politique très présente chez la classe ouvrière et la classe des miniers notamment. À la haine. Et donc, voilà, pour rentrer, alhamdoulilah. Mais c'est, bah, en parlant de gauche, effectivement, bah, mon père, là, rahmou, effectivement, c'est l'université sociale des sciences sociales de Grenoble, bah, qui s'appelle Pierre Mendès France. Donc, effectivement, on voit qu'effectivement, bah, Grenoble aussi, bah, historiquement, c'est une force de gauche. Euh, et à mon sens, effectivement, je pense effectivement que les chercheurs, etc., bah, du fait même du nom même de l'université, mais a une tendance de... Mais allez, c'est pas, enfin, on prend, comme disait le grand monsieur, vraiment d'entendre, vraiment, pour moi, tant qu'il n'y a pas eu de conclusion de la justice, on ne peut pas définir de la culpabilité ou non d'un homme. D'accord? Donc, s'il vous plaît, tant qu'il n'y a pas de truc, dire ça et ça et ça, et puis justement, cette gauche qui va être anticléricale et qui va sauter sur la moindre chose d'un prêtre pour en faire tout un scandale, pour moi, effectivement, ça, c'est un gros problème de la gauche. D'accord? Donc, je parle de l'abbé Pierre, rahimahullah. Donc, tant que la justice n'a pas rendu son verdict, en tout cas, la présomption d'innocence doit avoir lieu. Et donc l'abbé Pierre qui parlait justement, il disait aux États-Unis qu'il va être vraiment dans ce christianisme protestant, justement de l'enrichissement. Ben là, dans le protestantisme, effectivement, là, c'est de l'élitisme pur et dur. Euh, et qui va dire en fait que si le socialisme a émergé avec tant de force, c'est parce que ils prennent la moitié de l'évangile qu'on a oublié ou qu'on a jeté même, il dit. D'accord? Et donc c'est ça, c'est ça. Enfin, nous, on fait la part des choses en tout cas. Donc mon père, rahimahullah, voilà, qui était vraiment de tendance même marxiste, en tout cas, effectivement, c'est parce que le sentiment de justice sociale était à ce moment-là vers cette tendance-là. Euh, Après, effectivement, c'est à discuter, c'est à voir. Qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on, Ah, c'est sûr qu'il y a eu des excès, mais disons qu'historiquement, la quête de justice sociale se situe plutôt à gauche, alors qu'à droite, en France, en tout cas, c'est plutôt le parti de ceux des bourgeois qui ont voulu conserver leurs privilèges, etc., etc. Après, effectivement, il y a eu de gros excès à gauche. Il y a eu de très très gros excès à gauche depuis la Révolution française, d'ailleurs, comme il dit Cheikh Hamdi, qui était une promesse jamais vraiment tenue, en fait. Elle n'a jamais été tenue, la promesse de 1789 en France. Ça, c'est sûr et certain, là. Il y a eu, il y a eu de très 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 gros excès, effectivement.
Oui, effectivement, mais en fait, pour moi, effectivement, être anti-clergé, pareil, être anti-clergé est extrêmement coranique. Tu vois, quand je parle d'élite, en fait, c'est pas, c'est toutes sortes d'élites. Être anti. Et je pense effectivement que le siècle des Lumières a abouti à une libération, en tout cas, pas du christianisme, parce que c'est faux, en fait. La France, ce n'est pas Paris. D'accord? Non, c'est pas pour moi, le christianisme est resté, en tout cas. Bon, il il s'est dissous avec le temps, mais le, 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 le- la libération, en tout cas le sentiment de liberté qui a émergé à ce moment-là, c'est pour refuser le clergé, en tout cas, ou en tout cas diminuer l'impact du clergé. Et ça, vraiment, c'est un message fort aussi du Coran. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on, c'est la colonisation même, d'accord? La colonisation d'un clergé, tout type de clergé, d'accord? Mais aujourd'hui, c'est le CNRS avec euh, ces soi-disant recherches qui vont aller plutôt dans un sens plutôt que d'un autre. Je ne parle pas de tous les chercheurs, bien sûr, mais je parle vraiment de la tendance qui va vouloir appuyer une certaine conclusion des thèses, etc. Ça, c'est du clergé, en fait. C'est pas parce que, soi-disant, tu t'appelles pas religion que t'es pas un clergé. Donc, c'est pareil. Voilà, affirmer des vérités absolues alors que toute vérité humaine n'est que relative, ça, c'est du clergé. D'accord? Donc, peu importe que tu t'appelles, encore une fois, religion ou pas. Euh, et donc, c'est ça qu'on va essayer de voir, en fait, c'est quelle est la vraie mutation qui reste à opérer. Et donc, dans l'introduction, justement, il va citer, bah avant tout, bien sûr, il y a vraiment l'hommage moi, qui me touche particulièrement. Il dit un hommage à sa grand-mère, à sa tante et à toute sa famille. Voilà, ça c'est en première page, la gratitude. Après, à la mémoire du professeur, bon, même si je ne connais pas le professeur, mais comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, honorer le, le compagnon de son père est la même chose qu'honorer la mémoire de son père. Donc lui-même, il honore à la mémoire du professeur Yann Dessau. Donc, professeur Yann Dessau, on vous remet aussi notre modeste hommage, en tout cas. Arrive la page de remerciement, voilà, avec le remerciement de certains de ses amis, des deux professeurs qui l'ont accompagné. Et je reste seul responsable des insuffisances et erreurs et omissions contenues dans ce travail. Et donc, après arrive l'introduction, voilà, avec un penseur marocain bah, qui a fait son doctorat à la Sorbonne et qui a été un universitaire, notamment au Maroc. Et il a beaucoup parlé de la question du Maghreb, de la question des coloniales, de la question de l'islam, aussi du retour de l'islam, etc., de la pensée islamique, de la pensée arabe. Abdallah Al-Haroui, bah, qui est mort, il me semble, dans le début des années 2000 en tout cas. Euh, voilà, donc on le voit pas dans l'image. Mais là, voilà, là c'est l'histoire du Maghreb donc, et qui est paru en 1976. D'accord? Donc 1976. Donc c'est vraiment très tôt. D'accord? Donc très tôt, Abdallah Al-Haroui va initier cette question-là de où est-ce qu'on veut aller, d'accord? Cette promesse décoloniale, où est-ce qu'elle veut aller? D'accord? Donc il y a un passage ici bah, qu'on va lire ensemble. Il dit, l'ère coloniale est terminée, défendue avec éloquence, du bout des lèvres, mise en accusation à propos et hors propos, enrichissement de la nature et de l'individu selon les uns, blessures faites au paysage et au corps selon les autres. On n'a pas fini de faire l'éloge dans les deux sens du terme de cette période, probablement parce elle n'en finit pas d'en finir. Elle n'en finit pas de finir, pardon. D'accord? Donc effectivement, parce que l'ère coloniale, on pressent, on sent que c'est pas fini en fait. D'accord? On voit clairement que non, c'est ça. Parce que c'est le matérialisme qui a colonisé la pensée et les cœurs. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est pas fini. Est-il cependant nécessaire de justifier ou de dénigrer la colonisation, pourrait-on demander? Peut-être bien que non. Mais beaucoup tentent de gagner le procès en appel, d'accord? Il faut bien leur dire que ce procès n'a pas jusqu'ici été ouvert. Tant la vraie mutation reste encore pour les uns et pour les autres une maladie honteuse.
Et c'est ça, il souligne la vraie mutation. Voilà, parce que c'est ça en fait qu'il faut comprendre, c'est que quelle est la vraie mutation de la colonisation? D'accord? Qu'est-ce que la colonisation est venue changer dans les sociétés? Et c'est là vraiment où le Coran nous éclaire, à travers notamment la sourate Al-Kahf, qui est la disparition de cette sainteté religieuse. C'est ça la vraie mutation en fait, qui a fait disparaître cette sainteté religieuse et qui a laissé place à quoi? Au matérialisme qui va justement mettre des élites au pouvoir. D'accord? Elle est là la vraie mutation. Et tant qu'on l'a pas compris, en fait, c'est qu'on n'a pas compris qu'est-ce qui se passe à la colonisation. C'est pas, il y a eu un tel qui est venu, il a changé de drapeau, il a changé de je sais pas moi, la langue, voilà, il a changé de l'institution. Mais cette institution, elle a été au service de quoi? D'accord? Au service de quoi? Et c'est ça qu'on va voir. Donc la page suivante, il dit, bon, donc il commence, il dit, bon, là c'est bon, je sais que mon frère, il écoute aussi. Mon frère, lui, il a plutôt gardé le côté humoristique de mon père, parce que mon père, effectivement, c'était quelqu'un avec une grande pensée sérieuse, etc. Mais un grand sens de l'humour. Et là, c'est plutôt mon frère qui a plutôt gardé ce côté-là. Mais il commence la première page, effectivement, il dit, par un air humoristique, il a fini aussi par un air humoristique, il dit, curieux destin que celui d'écrire l'histoire de la période coloniale de notre pays. D'accord? Et ensuite, il explique, voilà pourquoi il essaye de prendre un recul par rapport à son propre identité. Lui, qui a vécu une période de son enfance sous cette ère coloniale, d'accord? Et il dit que voilà, il essaye d'entamer ce travail-là vraiment pour pas faire le procès du colonialisme ou du colon, d'accord? Ce n'est pas l'objet, mais de faire enfin, l'objet est vraiment d'avoir une interrogation critique par rapport à qu'est-ce qui a changé. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut retenir en fait sans rester vraiment dans la douleur de la période. D'accord? Parce qu'effectivement, la douleur, quelque part, empêche cet émotionnel brisé ou cassé peut empêcher vraiment une rationalité claire et nette. D'accord, voilà, il veut se démarquer aussi, il explique qu'il veut se démarquer du discours nationaliste de la période, euh, parce que il explique en fait que ce discours nationaliste même, je vais vous lire, il dit pour éviter certains écueils, il nous fallait au préalable nous démarquer du discours nationaliste relatif à la période coloniale. Le discours nationaliste repose sur un modèle type, un modèle positivé de la société et de l'histoire. D'accord? Et il dit le cours de l'histoire s'inscrit dans la pérennité de ce modèle. Il dit en fait le discours nationaliste, en fait, il ne change rien. En fait, il te dit cette institution-là coloniale, c'est juste en fait que tu vas enlever entre guillemets le terme, je sais pas moi, je sais même pas comment on appelait le protectorat ou l'Algérie française ou le mandat français ou l'AOF, l'Afrique ouest africaine française, ou peu importe le nom. Mais d'accord, donc il te dit que le discours nationaliste, en fait, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, tu enlèves le nom et tu mets un autre nom, en fait. D'accord, donc t'as absolument rien changé finalement. Il dit, le phénomène colonial est pour le discours nationaliste l'altération anormale de cette pérennité du modèle positivé de la société. Le colonialisme est un accident dans l'essence de la société, c'est pour cette raison qu'il est mis en parenthèse. D'accord? Et bon, il continue, là il dit, la période coloniale est illégitimée dans la pérennité. Le colonialisme est désigné comme seul coupable de cette altération et comme seul responsable. D'accord? Et là, vraiment, on est vraiment en plein dans Malek Ben Abi aussi, le penseur algérien, qui parle de colonialisabilité. Il te dit, en fait, c'est trop facile de dire, en fait, que le colon est le seul responsable de la colonisation. D'accord? Et il dit, regardez, parce que là, pourquoi c'est facile de dire que le colon est responsable de la colonisation et des travers du pays? Il dit, en fait, à travers cette accusation, donc accuser le colon, c'est l'étranger qui est désigné, d'accord? C'est l'autre, c'est l'étranger qui est désigné et qui est rendu responsable.
Ceci permet de ne pas prendre en considération les transformations internes du pays, car on ne peut, selon ce discours, considérer ces transformations du fait qu'elles portent l'empreinte de l'étranger. Et là, il y a un point à la phrase, et ensuite, voilà, sur un ton aussi humoristique, il dit la belle affaire. D'accord? Voilà, c'est un clin d'œil pour dire que ça fait la belle affaire de qui? De ceux qui ont pris la place des anciens colons. D'accord? Dire que bah, finalement, si le pays il est dégradé, c'est parce que c'est l'étranger qui est venu nous dégrader. Mais non, ça pas. Et là, vraiment, je reprends le discours du roi du Maroc, là, le dernier. Effectivement, c'est un discours, enfin, en tout cas, moi, le discours de Sidna, vraiment, il va être dans la responsabilisation de tout un chacun. Et il a raison. Il a raison, parce que bah, de toute façon, la génération Z, voilà, ne remet pas en cause l'institution royale. Ce qu'elle pointe du doigt, c'est vraiment le système Akhnouch. D'accord? Le système Akhnouch. Je vais vous parler du coup de Akhnouch, parce qu'il est venu là sur le terrain. Euh, Et vraiment, effectivement, le discours du roi, en tout cas, va vraiment responsabiliser tout un chacun, en fait. Et c'est dans la continuité vraiment de ce qui est dit là. C'est que dire que c'est l'étranger le responsable, c'est trop facile. C'est la belle affaire pour les élites. Et c'est pareil, bah, dire que bah, pour le peuple, dire que c'est seules les élites qui sont responsables, là, c'est pareil. Je suis désolé. C'est trop facile aussi. Et c'est pour ça qu'effectivement, la khutbah de la Jumu'ah, elle va parler de ça. C'est pour ça que pour moi, la théologie de libération, Sidi Ibrahim, effectivement, elle est vraiment cette vraie gauche, d'accord? Cette vraie gauche qui va prendre en tout cas l'outil du marxisme en tant qu'analyse des systèmes de la génération de la misère, mais pour donner aux misérables, pour reprendre Hugo, pour donner aux misérables le moyen de s'émanciper eux-mêmes. D'accord? C'est donner en fait vraiment aux plus démunis les moyens, d'accord, de s'émanciper eux-mêmes. Mais là où effectivement il y a un gros point vraiment d'exclamation, c'est que c'est possible. Pourquoi? Parce que c'est ce que la théologie de libération appelle la force du faible. D'accord? C'est la force du faible de la phrase biblique qui dit ma grâce te suffit parce que ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Et là, on a vraiment l'image dans le Coran du prophète Ayoub. D'accord? Vraiment, le prophète Ayoub, vraiment, Inni amassani ad-durru anta arhamur rahimin. Et là, vraiment, réémerge une force incroyable. Et donc, c'est là que ça se passe, en fait. D'accord? C'est dans la volonté propre à l'être humain de s'émanciper. Et sinon, il n'y a pas de pensée décoloniale. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors effectivement, effectivement, les élites ont une part de responsabilité encore plus grande, ça, je vous l'accorde. Mais réellement, pour moi, le réel modèle, en tout cas, à suivre, qui va, comme je disais, vraiment prendre le modèle social, en tout cas, de pensée sociale de la gauche et même les outils, même d'analyse de la génération de la misère marxiste, mais qui va vraiment dire que bah, c'est réellement par une spiritualité au cœur même du foyer que peut réémerger cette émancipation. Là, ça va être la théologie de libération. D'accord? Et le problème avec le mot théologie chez les musulmans, en fait, c'est que ça prête à confusion, en fait. D'accord? Parce que la chose ne veut pas dire, en fait, dans l'héritage islamique, c'est pas la même chose. La théologie dans l'héritage islamique, c'est ce qu'on appelle la aqidah, c'est du dogme, en fait. C'est pas la même chose ce que va être la théologie de la libération. La théologie de la libération, c'est ce qu'on peut appeler, nous, par exemple, le tafsir, d'accord? C'est repenser la parole, repenser la présence de Isa alayhi salam, telle que sa présence pourrait agir dans le monde. D'accord? Donc c'est vraiment un espèce de tafsir, en fait, une relecture du texte sacré, en fait, comment est-ce que le texte sacré se réintroduit dans le monde. D'accord? Si vous voulez, c'est vraiment le tafsir en tant que logos, théologie, logos, c'est vraiment le logos, en fait, de quel est le logos vraiment qui va nous permettre de comprendre le Coran, cette philosophie du langage qui va nous permettre de comprendre le Coran. D'accord? Voilà, parce que je vous avais dit, j'allais parler de Akhnouch. Oui, effectivement, Akhnouch, c'était qui? Akhnouch, c'était le ministère de l'Agriculture. Avant ça, c'était qui? C'est le mec, en fait, qui a Africa Gaz.
D'accord? Il s'est enrichi par justement l'argent du gaz. Ensuite, il a acheté toutes les terres agricoles du Souss Massa, autour de la région justement d'Agadir. Là où il est maire, d'ailleurs. C'est pour ça qu'effectivement, je pense que la révolte sociale est commencée. En même temps, le mec, il est maire, en même temps, il est chef d'affaires, en même temps, il est chef du gouvernement. Wesh, mais quand est-ce que tu trouves le temps pour faire quoi que ce soit? D'accord? Ah, et avant ça, il était ministre de l'Agriculture. Déjà, le mec, il a détruit toutes les terres agricoles de Agadir, enfin, pas de Agadir, du Souss Massa, justement, par le modèle agricole. Et en plus de ça, en plus, juste pour vous expliquer qui il est, en plus de ça, sa femme, c'est qui? Sa femme, c'est celle qui va amener la marque Zara au Maroc, la marque Mango, les marques de vraiment, entre guillemets, du prêt-à-porter européen qui, c'est ça qui va ramener ce bazar-là dans les quartiers de Maarif, de Casablanca et les quartiers chics de Rabat, etc., etc. Effectivement, c'est ça en fait qu'il faut comprendre en fait, c'est que le peuple marocain se révolte contre ça, se révolte contre ce modèle colonial qui aujourd'hui s'appelle Arnouch en fait. Il s'appelle pas la France, il s'appelle pas l'Europe, il s'appelle Arnouch parce que c'est ça en fait. Arnouch, tu as beau venir au gouvernement parler avec une djellaba et un tarbouche rouge, peu importe, tu es quelqu'un qui est vraiment dans le paradigme colonial. Bon, je sais pas si je pourrais rentrer au Maroc après, après ce que je dis, mais bon, allez. Mais voilà, en tout cas, en aucun cas, moi, par contre, en aucun cas, je remets en cause l'institution royale, parce que effectivement, moi, je vous le dis, en tout cas, moi, je pense réellement que le roi est quelqu'un qui est très humble et vraiment qui responsabilise tout un chacun, vraiment comme on le voit dans ses discours. Et de toute façon, à lui seul, il ne peut rien faire. Mais effectivement, pourquoi? Et même pour moi, c'est trop facile, c'est trop facile. Et moi, je vous le dis, en fait, c'est trop facile de dire au roi, ben, tu enlèves Arnouch. Non, parce que Arnouch est arrivé par la voie des élections. C'est parce que les Marocains, ils vont pas voter. Effectivement, donc pourquoi les Marocains, ils ne vont pas voter? Parce que ils vont. Donc, du coup, c'est ce qui a permis à Arnouch d'arriver en tête de gouvernement. Mais pourquoi? Parce qu'il y a ce modèle du PJD qui a échoué. D'accord? Ce modèle du PJD a échoué. Et là, vraiment, avec beaucoup d'humilité, effectivement, parce que le modèle du PJD est vraiment, il y a un penseur d'un des partis islamistes d'Algérie qui en parle avec beaucoup de sincérité, qui dit en fait, les Jamaat, l'Islamia, partout en fait, elles n'ont plus de projet. D'accord? Elles n'ont plus de projet. Qu'est-ce qu'elles veulent en fait? Le PJD, qu'est-ce que tu veux en fait? Que tu sois toi ou que tu sois. En fait, c'est quoi en fait? D'accord, machallah, vous avez. Sachant que intellectuellement, voilà, je me sens très proche vraiment des gens comme Ahmed Al-Rissouni, je me sens très proche des gens vraiment comme le Moukrel, Idrissi, etc. C'est pas une critique négative, mais je veux vraiment vous amener vers une critique constructive. Ne prenez pas, en fait, vraiment le modèle de la Chine comme un modèle, juste parce que maintenant ils peuvent construire des moteurs de voitures. C'est bidon comme projet civilisationnel. Revenez à un projet agro-pastoral. Les Marocains, ils doivent désenclaver Casablanca, ils doivent désenclaver ce bourbier, en fait. Vraiment, refaites sortir les gens vraiment vers le travail de la terre. Il y a des centres de formation OFPT partout, partout dans le royaume. Arrêtez d'aller vraiment juste vers les métiers techniques, les métiers de l'industrie. Offrez vraiment des formations de permaculture dans ces centres de formation. Ça n'a aucun sens d'avoir un OFPPT en plein centre de Khouribga, de Qnitra, de machin, et c'est des métiers techniques qui sont. Mais non, mais mettez le paquet sur les métiers de l'agriculture, l'agro-pastoral, et sur vraiment, bah, parce que effectivement le Maroc vit une période de sécheresse. Vraiment, les techniques de permaculture vont vraiment vous aider justement à aller dans cette économie de la gestion de l'eau, etc., etc. Mais tant qu'il n'y a pas ce projet de décolonisation, c'est-à-dire ce projet de désurbanisation, pourquoi? Parce que mon père, il le dit aussi dans sa tête. Il te dit, en fait, le Maroc, avant 1912, qui est le début de la protectorat, 90% de la population est paysanne. Donc pour moi, la décolonisation, elle est là, en fait. C'est que si tu veux décoloniser, bah déjà, commence par un projet de repaysanner.
Sinon, en fait, il n'y a pas de décolonisation, en fait. La colonisation, elle est venue, elle a créé, en fait, des bourbiers de gens amassés autour de Casablanca pour en faire des salariés. Ben, qu'est-ce que toi tu fais, en fait, pour déconstruire ce schéma-là? Et tant qu'il n'y a pas cette déconstruction, en fait, il n'y a rien. Oui, c'est Ibrahim. Ça va peut-être me permettre de me calmer parce que... Vas-y, je t'écoute. Oui, oui, barakallahu fik. Non, c'est très intéressant ce que tu dis. Mais justement, est-ce que, selon toi, si on reprenait le modèle, par exemple, politique de gouvernance, par exemple, que nous ont laissé les anciens, etc., et que dont lui, le roi, dit s'inspirer, est-ce que justement, lui, il a pas aussi une responsabilité dans, par exemple, l'intégration de ces politiques agro-pastorales, etc. Est-ce que c'est pas à lui de prendre ses décisions? Parce que tu dis, il Parce est que entouré personne de... ne lui conseille, Ibrahim, Ibrahim, parce que personne ne lui conseille en fait, parce que vraiment il n'y a pas de volonté en fait, vraiment même moi je te dis par exemple le Moukhrel Idrissi, tu vois quelqu'un vraiment que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, ben pour lui quand j'écoute vraiment ces vidéos qui sont vraiment extrêmement intéressantes, mais quand pour lui tu vois il va te dire en fait voilà ben, sur le projet pourquoi j'écoute? Parce que tu vois il parle vraiment de l'importance du langage etc etc. Et après, il va te dire, en fait, à la fin, que quand est-ce qu'il y a eu. C'est pour ça que c'est perturbant pour moi. En même temps, il va te dire, en fait, que vraiment l'émergence vraiment de toute, par exemple, la philosophie des Lumières allemandes va émerger avec ce que va faire Goethe avec la langue allemande, etc., etc. Et après, à la fin de la muhadara, il va te parler, il va te dire, ben non, les Japonais, quand est-ce lorsqu'ils ont commencé à faire leur propre moteur. Et c'est ça qui a donné l'émergence au Japon. Mais, tu vois, et on est là, on est vraiment dans un mimétisme, en fait, tu vois. Et c'est ça, Al-Baqarah. Al-Baqarah, en fait, c'est quoi? C'est vraiment le Ijl, pardon, pas Al-Baqarah. Le Ijl, c'est quoi le Ijl? C'est vraiment mimer le roi taureau d'Égypte, en fait. C'est pour ça que moi j'aimerais vraiment aller au Louvre, Inch'Allah, voilà, j'espère. La dernière fois j'y étais, bah, l'aile du musée où il y avait la statue de ce taureau-là était fermée. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, je n'ai pas encore compris, mais en tout cas, voilà, c'était fermé pour à cet instant. Mais c'est du mimétisme en fait. Dieu ne remet pas en cause en fait le fait que ils aient pris un taureau, une vache ou un veau. Peu importe en fait. C'est quoi le problème? C'est le mimétisme en fait du roi taureau d'Égypte en fait, parce que eux, en tant que classe ouvrière sous-traitée, ils n'avaient même pas le droit de prendre le roi taureau comme un dieu refuge, d'accord? Et c'est ça qui est pointé du doigt en fait. C'est ce mimétisme en fait. Le mimétisme réellement qui est la source, enfin, qui est, bah, selon Ibn Khaldoun d'ailleurs, qui te dit en fait, qui est le schéma de pensée ordinaire du vaincu. D'accord? Et c'est de sortir de cette idée-là, d'être vaincu. Et c'est pour ça que pour moi, réellement, je reviens à chaque fois dessus, mais c'est pour ça en fait que la théologie de libération, elle te dit que être vaincu n'est pas un fatalisme en soi. Être vaincu, justement, te peut t'ouvrir une force insoupçonnée. Parce que Dieu est avec les démunis. Tu vois ce que je veux dire? Donc, effectivement, être vaincu, c'est un double tranchant, tu vois. C'est que ça peut te donner une force de prise en main de ton destin si réellement tu trouves les potentiels de vie en toi, vraiment les potentiels de vie spirituelle en toi, ou alors ben, tu seras vaincu toute ta vie parce que tu seras vouloir être dans le mimétisme toute ta vie. Et aujourd'hui au Maroc, en fait, personne n'a réellement cette volonté-là, en fait. Je dis au Maroc parce que voilà, ce qui est proche du cœur est proche du cœur, mais dans tous les pays émergents, et, je ne me permettrai pas de critiquer ce que je ne connais pas non plus, mais voilà, à mon sens, c'est le schéma dans tous les pays. Et c'est pour ça effectivement, je me répète, c'est pour ça que Thomas Sankara, rahimahullah, ce grand monsieur, l'homme intègre vraiment de l'Afrique, euh, était dangereux parce que il était porteur d'un modèle civilisationnel vraiment
Incroyable, incroyable. Je l'explique dans l'année 1983, la première réforme qu'il fait dans son gouvernement, c'est que tous les gens qui travaillent pour le gouvernement vont s'habiller avec l'habit traditionnel fait localement par les artisans locaux. C'est pas, il commence à dire oui, donc en termes de réforme, de grands chantiers, je sais pas quoi. Non, on fait travailler les artisans. Première réforme concrète. Mais voilà, voilà. Et pour moi, effectivement, pour moi, réellement, après, il faut voir le peuple burkinabé, voilà, qu'est-ce qu'il a poussé vraiment à suivre Thomas Sankara, etc. Mais voilà, j'ai pas. Monsieur Moussassi peut nous amener des éléments, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est que Sidi Ibrahim, c'est que en fait, il y a une volonté vraiment de mimétisme qui est claire et nette, qui est claire et nette en fait, et le roi à lui tout seul ne peut pas aller contre ça en fait. D'accord? Il ne peut aller que lorsque vraiment en fait, parce que on croit que le roi a tous les pouvoirs. Enfin, oui, dans le fait, sur le papier, mais en réalité, comme l'explique Cheikh Hamdi d'ailleurs, en fait, il te dit qu'un roi, bah, en réalité, contrairement justement à un président, un président faussement nommé, ce qui est le cas dans plusieurs pays, un président, voilà, qu'on vous impose, euh, bah, un président bah, va imposer réellement par la force son modèle sécuritaire. Alors qu'un roi, en fait, il accompagne son peuple, en fait. Tu vois, il est vraiment... Parce que, entre guillemets, il y a une espèce de noblesse oblige. Tu vois, une espèce de noblesse oblige, en fait. Tu vois? Et chose qui est le cas même pour la France. Tu sais, Macron, on n'est pas d'accord avec lui, il nous sort le 49-3. Il y a des manifestations partout qui disent non à telle réforme, non à telle réforme. Fermez-la, voilà, manifestez 3 jours et rentrez chez vous et allez retravailler. Donc c'est pas le modèle de président en fait, il n'est pas. Alors que vraiment, pour moi, le modèle d'un roi, en fait, un roi accompagne son peuple. Mais si le peuple ne veut pas aller, le roi ne peut pas aller contre le. Et c'est ça que je t'explique, Sidi Ibrahim. C'est que même cette génération Z, finalement, bon, cet élan populaire qui est positif, effectivement, à une certaine mesure, mais il n'y a pas de leadership, en fait, qui apparaît. Pourquoi? Parce que, justement, il n'y a pas de projet civilisationnel. Effectivement, on refuse le modèle d'Arnouch. On ressent que Arnouch, voilà, c'est le capitaliste. Mais comprenez que Arnouch, avant de devenir chef de gouvernement, il était avant ça ministre de l'Agriculture. Il a foutu en l'air toute l'agriculture marocaine. S'il vous plaît, comprenez ça, les gens S'il vous plaît, comprenez que toute la région de Souss-Massa, en fait, elle subit vraiment des catastrophes parce que Arnouch était un grand propriétaire terrien et il a distribué les terres à ses amis à gauche à droite. Si c'est pas lui le propriétaire principal, il a distribué à ses amis à gauche à droite. Donc, s'il vous plaît, comprenez ça. Comprenez que Arnouch, il s'est fait sa richesse par deux choses. Par justement Africa Gaz, par l'argent du pétrole et l'argent de l'exploitation agricole. D'accord? Et c'est comme ça qu'il est devenu chef de gouvernement. Donc, quelqu'un qui arrive en tant que chef de gouvernement avec ce paradigme-là ne peut être que un capitaliste qui va continuer à réfléchir en capitaliste. Donc réellement, voilà, je profite de cet appel-là pour expliquer vraiment à mon cher peuple marocain, en fait, que Arnouch, avant tout, c'est un exploitant agricole et un exploitant pétrolier. D'accord? Donc cherchez, si vous voulez vraiment vous opposer à Arnouch, en fait, cherchez des modèles alternatifs contre le pétrole, cherchez des modèles alternatifs contre l'exploitation agricole. Et c'est comme ça réellement que vous allez arriver à boycotter Arnouch. Parce que si c'est pas Arnouch aujourd'hui, il y aura des dizaines, des centaines, voire de Akhanouch qui arriveront demain, en fait. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Ben, je ne sais pas si vous m'écoutez ou pas m'écouter, mais en tout cas, c'est ça ce que je vous dis. C'est que Akhanouch, aujourd'hui, en fait, ce n'est qu'un modèle. D'accord? Vous enlevez Arnouch, il y aura un deuxième Arnouch demain. Et moi, j'en connais, en fait, des gens qui sont potentiellement des Arnouch. J'en ai vu, j'en ai rencontré au Maroc. Mais voilà, c'est ça qu'il faut comprendre.
Donc revenir vraiment vers l'idée de la paysannerie, revenir vraiment vers l'idée d'un modèle agro-pastoral, revenir vraiment vers l'artisanat. Mais je vous dis en fait, moi je vous dis, la dernière fois, je travaillais avec un projet avec un collège ici au Creusot. La fille du monsieur, elle est avec les compagnons du devoir. Elle me dit en fait, elle part apprendre avec les artisans marocains le travail du cuir. Mais vous imaginez pas, en fait, l'extrême richesse de ce que peut être ce savoir-faire artisanal qui a été conservé, etc., etc. Bon, alhamdoulilah, bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, on avance doucement, mais tranquillement, on va dire. Mais alhamdoulilah, en tout cas, c'est curieux destin. Bah, curieux destin de lire là, et de discuter la thèse de son père aussi. Lui, mon père, là, il disait curieux destin de celui d'écrire l'histoire de la période coloniale de notre pays. Ben moi, je trouve effectivement que c'est un curieux destin de rediscuter la thèse de son père, parce que subhanallah, en fait, en la parcourant la première fois, honnêtement, en fait, c'est comme si, vraiment, c'est comme si je lisais, vous savez, on est tous porteurs d'un code génétique, ben, que l'on connaît pas, enfin, que l'on connaît, mais en fait, c'est comme si je découvrais mon code génétique spirituel, en fait, vraiment. Bon, je connaissais ma sensibilité littéraire à la poésie, etc. Bon, je savais que ça me venait de ma mère. Voilà, prof en littérature, mais le, le, la thèse de mon père m'a fait redécouvrir en fait mon code génétique spirituel, vraiment. Euh, donc on redécouvre vraiment, on a l'impression vraiment de découvrir son patrimoine spirituel, vraiment, avec ce que, ce que nos parents nous ont légué. Et donc c'est pour ça, voilà, moi, avec le frère Moussa, là, qui est ici présent, c'est pour ça que je lui dis de transmettre à ses enfants qui était Hajj Maliksi notamment, vraiment son rôle justement qu'il a joué avec la Tijaniya, notamment à l'époque de Ahmadou Bamba, etc. C'est important, c'est pas à moi de le faire, ce travail-là. C'est vraiment à la femme ici de reprendre cet héritage-là, d'aller le découvrir et surtout le faciliter pour le transmettre aux enfants. D'accord? C'est ce que je dis même au frère Issa, à Sylvain. Je lui dis, en fait, mais toi, en fait, voilà, t'es là, t'es à vouloir chercher une culture de maghrébin, etc. Mais non, en fait, va découvrir, en fait, vraiment l'héritage spirituel de la Chine, en fait. C'est là, en fait, réellement, ton patrimoine. C'est pareil pour le frère Moussa, en fait. C'est pas, c'est- vraiment, c'est pas aux Maghrébins de France de faire comprendre que c'est quoi l'islam à vos enfants, en fait. Non, vous venez vraiment de certaines cultures. D'ailleurs, les Maghrébins de France ne connaissent même pas quel est l'islam du Maghreb. Donc, c'est pas- d'autant plus que voilà, ils peuvent pas le transmettre, le réel islam de Maghrébin. Donc, voilà, c'est important. C'est important. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Voilà, ben je sais pas si Ibrahim, donc voilà, juste pour Ouais, conclure, en tout ouais. cas, voilà, pour moi, je suis vraiment, en tout cas, dans ce qu'on appelle la théologie de libération, cette théologie socialiste, on va dire, voilà, parce qu'elle s'inscrivait plutôt dans une théologie socialiste dans les années 70. Et aujourd'hui, vraiment, il y a beaucoup de théologiens, d'anciens théologiens de la libération en Amérique latine se sont convertis à l'aide aux paysans, à la paysannerie, et notamment dans les combats autochtones. Mais pas que, mais vraiment beaucoup se sont vraiment allés déployer vraiment l'effort de la paysannerie. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Voilà. Bah, je vous remercie en tout cas pour votre. Voilà, au fake. Ouais, ouais, non, mais ça, tu sais, en réalité, c'est des séminaires qu'il faudrait, parce que c'est passionnant, il y aurait beaucoup de choses encore à dire. Mais le Coran comme texte décolonial au sens spirituel et premier du terme, ce serait effectivement. En fait, le Coran est le miroir de son époque, de toutes les manières, évidemment. Mais je trouve que les théories décoloniales se reflètent bien, en fait,
dans les textes et la prose coranique. Et plus je participe à ces cours, plus j'en suis évidemment convaincu, subhanallah. Mais ton papa, à toi, c'est quoi son parcours migratoire? Il est venu étudiant, il est venu rejoindre de la famille, il est venu Non, il est comment en venu fait? bah, d'après voilà ce que m'a expliqué ma mère. Bon après en fait il a fait partie des étudiants marocains voilà qui avaient participé notamment à des manifestations là-bas. Du coup il est venu en France bon, pas forcément avec un statut de réfugié, mais en tout cas il est Ah, venu voilà il est venu c'est quelle année? C'est quelle année? ben, je sais pas, Les années 70, 80 quoi. Ouais, les années 70, ouais. Ouais, ouais, il est venu, voilà, bah, du coup, il a continué ses études ici, parce que, voilà, il a commencé mais il a commencé ses études à l'université de Rabat. Après, c'est vrai que j'aurais pu faire le travail d'aller recoller les morceaux pour aller voir les manifestations étudiantes. Mais en tout cas, c'était à l'époque des manifestations étudiantes, c'était à l'époque, enfin, celles les plus connues, c'était à l'époque de Ben Barka. C'était à l'époque de Ben Barka. Mais je sais pas. Peut-être c'était un peu plus tardif, je sais pas, la vérité. Mais en tout cas, la thèse est Parce qu'il y a un apparue. grand mouvement intellectuel nord-africain, ouais, à cette époque-là. Ah oui, 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 effectivement, c'était. Bah, Abdullah Al-Aroui en fait partie, tu vois. Là enfin l'écrivain, le professeur cité là ici. Euh, donc effectivement donc il est venu en France, il a continué du coup ses études. On lui avait proposé de faire une thèse en mathématiques. Ça voilà, c'était aussi quelque chose que ma mère m'a transmis, mais il a refusé. Il a voulu faire quelque chose dans les sciences sociales. Et donc du coup c'est à l'université de Grenoble, à Pierre Mendès France du coup. Je ne sais pas si elle s'appelait Pierre Mendès France à l'époque, parce que là sur son mémoire il y a écrit juste Université des sciences sociales de Grenoble. Voilà. Présenté et soutenu le 5 juillet 1983. Donc l'idée de la thèse, voilà, je le rappelle et on va finir par là. Donc État, société, économie, marchande au Maroc, 1912-1936. Donc 1912, date de la signature du protectorat. Et 1936, les premières manifestations qui va aboutir à la naissance du syndicalisme marocain. Première manifestation des ouvriers, du prolétariat, enfin la naissance vraiment du prolétariat marocain, on va dire. Voilà. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bah, merci en Barakallahu tout cas à fik. vous et bah, je vous dis à demain pour ceux qui peuvent et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Salam alaikum. Alaykoum salam.